Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Mais qu'est-ce qui va commencer, maître? Ah, notre rentrée sans ministre. Le sketch se poursuit. Bon, nous avions dit l'imitation des anglicismes, mais petit disclaimer sur la violence apparente peut-être du podcast. Mais je maintiens que je pense, ta race. Non, on reprend pas. La violence apparente de ce podcast peut-être, mais je défends contre vents et marées son utilité, la vision de l'éducation que j'ai et que je défendrai à long terme pour retrouver une communauté éducative soudée au travers, peut-être au moins en partie, de cette émission. Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite, l'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en deux mouvements 3 temps bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France, et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Le seul protège-dents qui ne volera pas ici sera celui, encore une fois, de ce foutu ministre de l'Éducation nationale qui a oublié de faire sa rentrée. Si t'es pas d'accord, pose-moi donc ton téléphone, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout, prends donc un bretzel, et je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans vos apéros. Cette émission durera une grosse heure, je vais arrêter de dire une petite heure, j'arrive pas. Oula, la rentrée est passée, mesdames et messieurs, une semaine à passer la journée à parler, c'est beaucoup trop. Pour ça qu'on laisse les enfants parler. Et pourtant, la voix se brise. Mais ce podcast est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Ici, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain au cœur d'un esprit sain, et pourquoi pas effectivement un cœur sain en plus, au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée et bien éduquée, afin que les individus qui la composent aient comme objectif commun de l'améliorer, de la faire progresser constamment. Voilà un vocabulaire éloigné du vocabulaire actuel des enseignants, c'est pas grave, ça viendra. Tout comme le public pour ce podcast, j'ai la foi, j'ai confiance dans ce que je propose au travers de cette émission, malgré les défauts qu'elle peut avoir et dont je suis également conscient, et nous tenterons de les gommer au fur et à mesure. Cette émission est d'un point de vue personnel également un excellent exercice afin de hiérarchiser et ordonner mes pensées pour faire entendre en anonyme, pour le moment du moins, une voix de prof comme on n'en entend jamais. Je m'astreins donc à une discipline de pensée et par cela même de transmission non seulement à mes élèves de par mon métier hors antenne, mais à vous également. Je vous présenterai mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends, afin que les parents, et on rappellera chaque fois que la famille est la première éducatrice de cette jeunesse, futurs parents, profs et tout membre de la communauté éducative, ou même les curieux, et c'est bien, et les anciens que je salue, sachent ce que vivent ou vivront les enfants, et ce que vivent les profs également. À l'école, nous aborderons les problèmes des profs tout en défendant les autres processions valables et vertueuses et en clamant haut et fort que les profs ne sont pas les plus à plaindre d'une part et sont en plus responsables en grande partie de la merde dans laquelle ils sont parfois aujourd'hui d'autre part. Nous rappellerons aux profs encore une fois la notion de neutralité politique. Gna gna gna, vous me direz que je la respecte pas toujours. Oui, mais vous êtes des adultes responsables, capables avec votre cerveau et votre esprit critique de vous faire vos propres opinions. Personne ne vous enjoint à gober tout ce que je déblatère sans y réfléchir. Au contraire, j'espère une écoute active. Et non, je m'excuse pas pour les bruits de bouche. Encore plus lorsqu'il s'agit de bourrer le crâne d'enfants de valeurs antinaturelles,
ce qui a un nom en plus de me casser les couilles, soyons honnêtes. Au mieux, manipulation d'esprit en cours de formation dont nous avons la charge, et au pire, disons-le, pédocriminalité. Il va falloir réapprendre à forger l'esprit critique de la communauté enseignante, comme des élèves, retrouver valeurs et vertus perdues ou en voie de perdition. Voilà mes combats essentiels. Ne cédons pas aux modes, aux pseudo-dictates moraux, aux conséquences catastrophiques pour notre jeunesse. Montrons, au contraire, la voie à la future génération. Ah, quelle rentrée, mesdames et messieurs, vous avez vu ce petit chant que je vous ai proposé, et petit chant militaire qui, j'espère, a plu à mes quelques auditeurs, mais cela montera un jour en flèche, je ne me fais pas d'inquiétude. Ce petit chant militaire chanté par un prof là, mouah, j'espère bien que ça vous a plu, il y en aura d'autres, pas d'inquiétude. Pour résumer en mots-clés ce que vous retrouverez dans cette émission, promotion du goût de l'effort, du travail et défense de la beauté de notre pays, discussion aiguisage, je sais que ça fait plaisir à certains ça, puisqu'on aiguise un couteau mais on aiguille son prochain pour le remettre dans la bonne voie. Aiguisons donc nos esprits critiques, adoptons une mentalité positive, sortons de la torpeur négativité pensée unique et passons à l'action. Un podcast salé sans langue de bois aujourd'hui avec la voix cassée, vous l'entendez, qui aura pour but ultime de lutter contre le nihilisme ambiant. Voilà un beau combat contre ce foutu nihilisme ambiant dans ce beau pays. Faisons évoluer l'école, pourquoi pas notre société. J'ai beaucoup d'espoir pour ce podcast. Pas de fausse modestie ici et je ne m'arrête pas à l'audience pour le moment décevante de ce podcast. Je sais que ça viendra un jour. J'ai confiance et ce podcast s'améliorera à chaque épisode. Faisons évoluer cette société vers un modèle bien plus sain. Cette émission sera préparée en amont bien sûr, mais je ne ferai pas, vous l'avez déjà entendu dans cette introduction, de travail de redécoupage. Je mène bien d'autres projets de front, bien d'autres combats dans cette vie. J'espère que vous pardonnerez donc les bégaiements, égarements, prises d'eau. Promis, les prochaines fois, je le ferai un peu plus discrètement. C'était fait exprès. Prise d'eau et de caféine. Ah là, je suis bien sous caféine là. Lors de l'enregistrement pour l'authenticité que cela apportera au podcast qui, je l'espère, aura beaucoup à vous apprendre, à vous offrir et vous permettra de développer toutes ces compétences et connaissances que nous allons développer. Le plan de l'émission d'aujourd'hui, plusieurs parties. Première partie, comme d'habitude, un point d'éducation, point central du podcast qui servira, je pense, à tous. Aujourd'hui, puisqu'on est dans le disclaimer où non, je ne m'excuse absolument pas de la violence de ce podcast, mais où je redis que je vous conseille d'aller au-delà de cette violence apparente pour essayer d'appréhender le fond de tout ce que je vous raconte, de tout ce que je déblatère. Vous connaissez les classements PISA, et gna gna gna, la France est tout en bas, et gna gna gna, le système éducatif, tout va mal. Eh ben non! Aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin, déjà que l'étude de surface nulle de nos journalistes, nulle dans leur immense globalité, nulle. C'est bon, je l'ai assez répété. Donc, allons plus loin, retrouvons de la positivité, de l'espoir, des clés pour progresser et voyons ce qui va également bien dans notre système éducatif plutôt que d'être toujours dans la critique, puisque je rappelle que la critique n'a pas vocation à être toujours uniquement négative. Vous pouvez tout à fait, je vous le rappelle encore, réaliser une critique positive, voire dithyrambique, n'est-ce pas ? Le résumé et l'analyse d'un ouvrage. Aujourd'hui, The Shining. Oh my God, you got The Shining. Pardon. Un article. Aujourd'hui, ce sera plutôt une étude de plusieurs articles. Et on va mettre en lien, puisque vous savez qu'ici, tout est lié, avec la première partie. Et nous allons étudier plusieurs articles à nouveau sur liés au classement PISA. Aller encore plus loin, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, n'est-ce pas, Monsieur Demine dans Fort Boyard ? Non, Monsieur Coubertin. Ah oui, Monsieur Coubertin.
Pardon. Donc, nous irons plus loin et nous allons nous attarder un peu sur les systèmes éducatifs de Singapour et finlandais notamment. Une citation à méditer pour la 4e partie à Socrate. Ah oui, monsieur Socrate, monsieur Coubertin, nous sommes toujours dans le Carlos Kagatos, éducation holistique, corps, esprit, spiritualité, cœur, valeur, vertu, équilibre, harmonie. On est bien avec ce lexique. Et enfin, justement, un nouveau mot à implémenter à votre lexique. Je ne rappellerai jamais l'intérêt, l'importance primordiale de l'enrichir toujours et de surtout ne jamais accepter de l'appauvrir. Nous avons déjà étudié 1984 lors du premier podcast. Voilà pour l'introduction. Bien, écoutez mesdames et messieurs, j'espère que cette semaine vous a plu, que ça s'est bien passé pour vous. J'étais fort content de retrouver des élèves au cours de cette semaine. C'était très sympathique malgré, encore une fois, la honte qui prouve à quel point vous ne devez plus vous intéresser à cette politique. Cette honte de ne même pas avoir un ministre de l'Éducation nationale pour cette rentrée scolaire, c'est pitoyable. Bien, passons. Première partie, donc, étude des résultats PISA et essayons d'aller plus loin d'une part et ensuite un peu contre cette vision toujours trop négative contre laquelle je vous enjoins à vous battre. La question de l'efficacité du système éducatif français est souvent perçue à travers des prismes comme les résultats des enquêtes internationales, dont la plus connue, je pense du grand public, PISA, in English, Program for International Student Assessment. Yeah, why not? Ces études, bien qu'elles fournissent des données précieuses sur les performances scolaires, ne donnent qu'une vision partielle du système éducatif dans son ensemble. Il est important, primordial, crucial, que sais-je encore, de prendre en compte d'autres dimensions pour avoir une perspective plus nuancée en tenant compte des réussites et des défis spécifiques à la France. Un système inclusif, garant de l'égalité d'accès à l'éducation. L'un des aspects les plus positifs de notre système éducatif, c'est son universalité. L'éducation est non seulement gratuite, bon, vous me direz que c'est pas tout à fait vrai, vous payez des impôts pour cela, mais allez, admettons. Elle est également obligatoire pour tous les enfants de 3 à 16 ans, quel que soit leur milieu social, leur origine ou leur capacité. L'un des principes fondamentaux de l'école républicaine est de garantir un accès à l'éducation pour tous, en promouvant l'égalité. Voilà un terme que je déteste. Vous avez une égalité de droit, ça, tout à fait, celle-là, elle est tout à fait louable, appréciable, tout ce que vous voulez. Mais nous ne sommes pas égaux. Le seul événement face auquel nous sommes égaux, c'est la mort. C'est comme tous ceux qui chougnent dès qu'ils sont stressés. Le seul jour où vous n'aurez plus aucun stress, nada, kuchi, zéro, ce sera le jour de votre décès. Le jour où vous mourrez de décès, vous n'aurez plus de stress. Cool, non ? Soyez content d'être stressé et de ne pas être égaux. Ça veut dire pouvoir aller plus haut. Bref, sur la question de l'inclusion des élèves en situation de handicap, bien que de grosses lacunes persistent en termes d'adaptation des structures et de formation des enseignants, qui n'est absolument pas au niveau des défis du métier, il faudrait y revenir sur un podcast entier pour défendre cette nécessité ultime, pour utiliser un anglicisme encore une fois, d'une bien meilleure formation des enseignants. Mais bon, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Heureusement, Internet est un outil formidable permettant une auto-formation exceptionnelle, ça oui, mais la formation n'est clairement pas, ou en tout cas clairement plus, je n'ai pas connu le passé, n'est-ce pas? Je ne suis point un dinosaure, et l'éducation nationale des dinosaures, c'était peut-être mieux. Là, je m'égare. La France
a fait des progrès significatifs en termes d'inclusion tout de même ces dernières années, quoi qu'on en dise. La loi de février 2005, si je ne dis point de bêtises, du 11 février 2005, si j'ai bien bachoté à l'époque, et du coup ce n'était pas du bachotage, si je m'en souviens encore bien aujourd'hui, pour l'égalité des droits et des chances, a marqué un tournant en renforçant les droits des élèves en situation de handicap à être scolarisés en milieu ordinaire. Selon les données récentes, le nombre d'enfants handicapés en situation de handicap, exprimons-nous correctement, en situation de handicap scolarisé a considérablement augmenté, passant d'environ 100 000 en 2005 à plus de 400 000 aux alentours de 2022. Il est important de noter l'essor des auxiliaires de vie scolaire, qui sont devenus AESH aujourd'hui, accompagnant des élèves en situation de handicap, mais ce ne sont que des acronymes. Ce n'est pas le plus important, dont le rôle est absolument crucial dans l'intégration de ces élèves, bien qu'on en manque aujourd'hui, que leurs conditions de travail souvent et de rémunération toujours soient immondes et pas au niveau de leur travail. Cela dit, il est encore possible de renforcer cette inclusion en améliorant l'accessibilité physique des établissements. Vous seriez surpris de voir à quel point on en est loin aujourd'hui, en développant des outils pédagogiques adaptés, LOL, et en formant RELOL bien mieux les enseignants pour répondre aux besoins spécifiques de ces élèves. Donc l'inclusion est une bonne chose à condition de s'en donner les moyens, comme chacun sait. Une éducation variée complète le rôle des disciplines non évaluées par PISA. Si les résultats en mathématiques des élèves français dans le cadre des évaluations PISA sont souvent jugés préoccupants, il est important de rappeler que l'enseignement en France ne se limite pas aux seules disciplines évaluées par PISA, qui sont donc les mathématiques, les sciences et la compréhension de l'écrit. En effet, le système éducatif français met un point d'honneur à offrir une formation complète et riche en matières humanistes. Pas celui des Lumières qui n'en était pas. Oh, je taquine, allons. L'enseignement de l'histoire-géographie, donc vous savez les gus là, des États-Unis qui ne savent situer que le Texas. Bise. Au Texas, au grand Texas. Par exemple, place prépondérante de l'histoire-géographie dans le curriculum de nos élèves français. L'histoire permet aux élèves de comprendre les grands enjeux sociétaux, d'acquérir une culture générale solide et de développer leur esprit critique, à condition que les enseignants soient capables d'enseigner cet esprit critique et son développement. La géographie, quant à elle, aide à appréhender les interactions entre les sociétés et leur environnement, tout en développant une conscience citoyenne à l'échelle locale et mondiale. Je suis désolé aujourd'hui si je tout saute beaucoup, mais la voix est capricieuse. Bien que je défende bec et ongle l'intérêt premier du local avant que de se prétendre sauveur du monde, sauvons d'abord le prochain, puis le lointain. C'est triste peut-être, mais l'empathie est ainsi faite, et ce sera toujours plus efficace que de ne rien faire au local, voire pire, le détruire et chialer toujours sans rien faire pour le lointain. Ça, c'est la solution de facilité qui ne sert absolument à rien, à part à se faire mousser sur les réseaux. Voilà pour une étude sociologique de votre monde actuel. Ah oui, non, moi, je n'en fais plus partie. Je m'occupe de mes élèves, de mes projets, pas de ce monde des réseaux sociaux. En France, cet enseignement ne se limite pas à une mémorisation des faits, il encourage la réflexion et la mise en perspective des événements historiques, ainsi que la compréhension des dynamiques géopolitiques. Importance de la langue française, l'enseignement du français avec ses exigences grammaticales et syntaxiques est souvent perçu comme plus complexe que celui d'autres langues. Cependant, cette complexité de notre belle et magnifique langue française a pour effet de développer des compétences de raisonnement, d'abstraction qui seront plus tard essentielles, et une des raisons pour laquelle je me bats contre les débiles qui écrivent des SMS dans Pafé en disant ça va écrit SAVA en un seul mot, on me comprend,
avec une putain de faute par mot et en me disant derrière que le principal c'est qu'on les comprenne. Non, le principal c'est que tu fasses des efforts et que tu apprécies les efforts faits pour respecter notre langue qui t'a été transmise par tes ancêtres et par des générations avant toi qui l'ont rendue si belle et si parfaite. Ou si imparfaite, ce qui signifie qu'elle peut encore progresser. Et progresser ne veut pas dire devenir plus pauvre, bien au contraire. Précision dans l'expression, nous avons déjà étudié 1984, je ne vais pas revenir dessus, et compréhension fine des textes. La maîtrise du français est essentielle non seulement pour réussir dans les disciplines littéraires, mais également dans toutes les matières qui requièrent une capacité d'argumentation et de structuration de la pensée. Dans ce contexte, il est évident que l'école française cherche à former des citoyens capables de réfléchir, de débattre et de comprendre des concepts abstraits au-delà de la simple acquisition de concepts pratiques. Même si là encore, on pourrait dire qu'il est bien dommage qu'aujourd'hui ces compétences pratiques, on ne les pratique plus justement autant que l'on devrait, notamment les compétences dans le bricolage. Même la couture, ce serait des choses que j'aimerais beaucoup revoir à l'école, qui je pense manquent cruellement. Encore une fois, éducation holistique, l'intellectuel, l'esprit, c'est bien, mais il ne faut pas oublier le manuel et surtout pas prétendre que le manuel a moins de valeur que l'intellectuel. Ça, je suis absolument opposé à cela. Nous avons du mal avec l'apprentissage de l'esprit critique, donc avec l'apprentissage du débat, mais en même temps, on ne peut pas fustiger que les profs, les parents, les élèves pour cela quand on voit les modèles politiques, et modèles avec des milliards de guillemets. Mettez une vidéo sur YouTube du Sénat et pleurez un bon coup, puis éteignez-moi ça et passez à autre chose. Merci. Évolution de l'analphabétisme en France, un progrès indéniable au fil des siècles. Une autre critique fréquente de l'éducation contemporaine est l'idée que c'était mieux avant, souvent nourrie par un sentiment de nostalgie, moi le premier, pour les méthodes pédagogiques passées. Pourtant, un regard sur les chiffres de l'analphabétisme montre clairement une progression impressionnante de l'alphabétisation au fil du temps. À la fin du 19e siècle, l'analphabétisme était un problème massif en France, avec les lois de Jules Ferry de 1881 et 1882 qui ont rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire, laïque notamment en 1905 et un peu plus tard. Environ 20% de la population était à cette époque analphabète. Cette proportion était encore plus élevée dans les zones rurales. La loi Ferry a transformé le paysage éducatif et dès le début du XXe siècle, les taux d'alphabétisation ont commencé à grimper bien que des disparités régionales subsistaient. Et, entre parenthèses, le taux d'enfants qui travaillaient et qui faisaient des travaux manuels, des travaux manuels, pardon, je me fouetterai ce soir, des travaux manuels particulièrement durs, cette proportion d'enfants-là était également non négligeable. Dans les années 1950, environ 10% des jeunes adultes, entre 20 et 24 ans, n'étaient toujours pas totalement alphabétisés. Ce n'est pas évident à dire. Aujourd'hui, l'analphabétisme a pratiquement disparu en France chez les jeunes générations. Les données les plus récentes indiquent que le taux d'illettrisme, c'est-à-dire les personnes scolarisées mais ayant des difficultés de lecture et d'écriture, savoir lire, écrire, compter, concerne environ 7% de la population adulte, un chiffre certes non négligeable, mais largement inférieur à celui observé il y a encore quelques décennies. L'alphabétisation aujourd'hui, pour finir cette petite partie, l'accès massif à l'éducation a non seulement quasiment éradiqué l'analphabétisme, mais a également permis de démocratiser l'accès au savoir. Le système éducatif français, malgré ses imperfections, a contribué à faire de l'alphabétisation un droit acquis pour presque tous les citoyens. Le défi actuel réside davantage dans la qualité de l'apprentissage suivant, si l'on peut dire ça comme ça, et la prévention de l'illettrisme chez les jeunes issus de milieux très défavorisés et de familles qui, pour faire très simple, très caricatural, refusent l'enseignement français et donc de s'intégrer.
L'analyse des études PISA, poursuivons, opportunité de progression. Parce que quand vous êtes tout en bas, on peut être positif en disant « de toute façon, on ne peut que grimper ». Bah oui, soyons positifs. Les résultats de la France dans les études PISA sont donc l'objet de discussions alarmistes, en particulier en ce qui concerne les maths, où les élèves français se situent effectivement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Mais on y reviendra plus tard. Cependant, il est important de ne pas s'arrêter à cette simple lecture et de considérer ces études également comme une opportunité d'amélioration. On trouve le positif où on peut. Malgré des résultats globalement moyens, il y a des points positifs à souligner. La France a des résultats solides. Pardon, j'ai failli vous roter à la gueule, j'en suis navré. La France a des résultats solides dans la compréhension de l'écrit, ce qui témoigne de la qualité de l'enseignement du français et de la lecture avec une langue pourtant ardue. Par ailleurs, le système français parvient à tirer les élèves les plus faibles vers le haut, un aspect souvent ignoré. Et malheureusement, c'est vrai, parfois au détriment des élèves excellents, la balance est très difficile à équilibrer et c'est toute la difficulté actuelle du métier de prof de réussir à tirer les bons élèves vers le haut et tirer également les élèves en difficulté aussi vers le haut, tout en gérant tout ce qui est climat de classe, parents, société alentour, etc. Quel beau métier, mais qu'est-ce que c'est difficile. L'école est donc loin d'être en échec complet, mais elle peut de toute évidence progresser. Les enquêtes PISA révèlent donc les défis pour le système éducatif français. Nous notons une forte corrélation entre les inégalités sociales et les résultats scolaires. Mon avis personnel déjà évoqué, il est très difficile d'intégrer ou d'inclure, prenez le terme que vous voulez, des familles extrêmement éloignées de la culture école française, pas assez impliquées dans la communauté éducative, et là je ne parle pas du fait qu'elles ne s'impliquent pas d'elles-mêmes dans la communauté éducative, mais plutôt même que l'administration est tellement catastrophique et décourageante que ça ne pousse pas ces familles à s'impliquer justement dans l'éducation de leurs enfants. Nous sommes trop obscurs, trop sombres, voilà, c'est trop compliqué d'obtenir ce foutu laissez-passer A38 pour comprendre l'école. Pour ceux qui savent, qui ont la référence. Certaines familles mériteraient pour le coup tout simplement également de prendre un coup de pied au cul pour se réveiller, plutôt que de se faire passer de la pommade, puis caresser dans le sens du poil. Les élèves issus de milieux défavorisés sont plus susceptibles d'avoir des difficultés scolaires, ce qui indique un besoin de renforcer l'accompagnement de ces élèves et de mieux former les enseignants aux pédagogies différenciées pour trouver la bonne. L'amélioration des conditions de travail des enseignants, la réduction du nombre d'élèves par classe, ainsi que l'innovation pédagogique et donc la confiance dans les enseignants de la part de l'autorité, si on peut dire ça comme ça, quand il n'y en a même pas. Bref, arrêtons de parler de ça, ça m'énerve. Ainsi donc que l'innovation pédagogique, les nouvelles technologies, des pédagogies plus interactives, autant de pistes à explorer. Il s'agit enfin d'encourager une approche plus bienveillante et personnalisée de l'évaluation des élèves pour contribuer à améliorer leur confiance en eux et leurs résultats à long terme. Le système éducatif français, malgré ses défis, présente de nombreux aspects positifs qu'il convient de souligner. Il garantit un accès à l'éducation pour tous, s'efforce d'inclure les élèves en situation de handicap, propose une formation variée et riche qui va bien au-delà des compétences évaluées par les études internationales comme PISA. L'évolution de l'alphabétisation est un autre indicateur des progrès réalisés par l'école française au fil du temps. Bien que les résultats en mathématiques soient parfois préoccupants, ils peuvent être vus comme une opportunité de réflexion et d'amélioration, en particulier en matière d'équité et de pédagogie. La France possède ainsi les outils pour continuer à avancer et répondre aux besoins de tous les élèves tout en continuant à cultiver les valeurs d'équité, pas d'égalité, ça suffit, seule l'égalité de droit existe, et de savoirs universels qui sont au cœur de son système éducatif.
Deuxième partie, présentation de l'ouvrage Shining. Stephen King et Stanley Kubrick, deux génies aux visions opposées. Stephen King et Stanley Kubrick, bien que tous deux figures majeures de leur domaine respectif, représentent deux univers créatifs radicalement différents. Stephen King, maître incontesté du roman d'horreur, s'est fait connaître pour sa capacité à plonger profondément dans les psychologies complexes de ses personnages et à mêler le surnaturel à des drames humains intenses. King a une écriture prolifique, accessible, mais aussi très introspective, souvent ancrée dans les réalités quotidiennes et les peurs intimes de ses personnages, et dans les siennes pour ce qui est de Shining. De son côté, Stanley Kubrick, réalisateur légendaire, est reconnu pour son perfectionnisme technique, sa maîtrise de l'image et sa capacité à repousser les frontières narratives du cinéma. Contrairement à King, Kubrick privilégie souvent une approche plus froide, plus cérébrale, presque clinique, dans la mise en scène de ses histoires. Ces différences créatives sont particulièrement mises en lumière dans leur traitement respectif de Shining, où la vision humaine et émotionnelle de King entre en collision avec la rigueur formelle et l'ambiguïté métaphysique de Kubrick. Shining, le roman de Stephen King. Publié en 1977, Shining est l'un des romans les plus emblématiques de Stephen King. Il raconte l'histoire de Jack Torrance, un écrivain en difficulté qui accepte un poste de gardien d'hiver dans l'hôtel Overlook, un immense établissement isolé dans les montagnes du Colorado, et où il doit notamment s'occuper de la gigantesque chaudière hantée. Jack s'installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, un garçon possédant un don psychique surnommé le Shining, qui lui permet de voir des événements passés ou futurs, ainsi que de ressentir les pensées d'autrui. Très vite, l'hôtel habité par des forces maléfiques, puisqu'installé sur un cimetière indien, ah non, ça c'est dans le film, commence à exercer une influence pernicieuse sur Jack, le plongeant progressivement dans la folie et le transformant en menace pour sa propre famille. Le roman de King est avant tout une étude psychologique poignante. Jack Torrance n'est pas seulement une victime de l'hôtel, mais aussi de ses propres démons intérieurs, son alcoolisme, ses frustrations créatives et son passé de violence familiale envers sa femme et son fils. Ce portrait psychologique est la clé de l'œuvre de King, qui voit dans l'horreur une extension des terreurs humaines profondément enracinées dans l'esprit de ses personnages. Shining traite non seulement du surnaturel, mais aussi de la fragilité, de la cellule familiale, de la dépression, de la dépendance, de la vulnérabilité de l'esprit humain. A Shining, le film de Stanley Kubrick. En 1980, 3 ans plus tard, donc, Stanley adapte Shining au cinéma. Le résultat est une œuvre très différente de celle imaginée par Stephen King. Ce sont même deux œuvres qui ont le même nom finalement, mais sont deux œuvres quasiment totalement différentes. Dans le film, il prend des libertés considérables avec l'intrigue du roman, au grand désarroi de King qui désavouera d'ailleurs le film. Il efface en grande partie la complexité psychologique de Jack Torrance, joué par Nicholson, voilà, le génial visage de la folie avec Willem Dafoe, les deux visages de la folie donc. Dans le film, Jack, incarné donc par Nicholson, apparaît dès le début comme un homme instable proche de la folie et son basculement vers la violence semble inévitable, voire déjà présent dès le début du film, dès son entretien d'embauche avec Monsieur Lambda ou Lambada, c'est selon. Son sourire laisse déjà peu de place au doute. Kubrick minimise l'empathie que le spectateur pourrait ressentir pour Jack, qu'on a bien plus dans le roman puisqu'il s'efforce de résister à ses pulsions de violence. Et Kubrick insiste donc plutôt sur l'isolement glacial, l'atmosphère menaçante et changeante de l'hôtel, qui devient quasiment vivant. Et à chaque visionnage du film, on a le plaisir de remarquer un nouvel événement troublant. C'est absolument merveilleux de revoir ce film que j'avais pourtant pas aimé, parce que je n'avais absolument pas compris ce qui faisait peur dans ce film. On s'en rend compte une fois qu'on est adulte et absolument pas quand on est
jeune et qu'on veut du gore comme un énorme abruti. Kubrick s'éloigne également de l'explication surnaturelle claire du roman pour laisser planer une ambiguïté sur la réalité des événements. L'hôtel Overlook dans le film devient un personnage à part entière, un lieu presque vivant, où règnent des forces incompréhensibles. Kubrick ne s'intéresse pas tant aux origines du Shining, qui a beaucoup moins de place dans le film que dans le bouquin, ou aux motivations des fantômes, mais plutôt à la manière dont l'isolement et la folie transforment Jack Torrance. Le réalisateur utilise des images fortes, une mise en scène froide et des cadrages d'une précision géométrique pour créer une atmosphère oppressante où la menace semble venir autant de l'hôtel que de l'esprit détraqué de Jack. Bien que ce film ait été accueilli avec des avis mitigés à sa sortie, notamment de la part de Stephen King lui-même, il est considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre indiscutable du cinéma d'horreur, apprécié pour son ambiguïté narrative et sa maîtrise visuelle. C'est un chef-d'œuvre, clairement, en tout cas c'est ce que je pense, qui laisse plein de questions en suspens. C'est absolument génial, merveilleux, magnifique. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur toutes les étrangetés de ce film, voir sa légende malheureusement triste où l'actrice serait devenue folle en partie à cause de ce film et des pressions pour que son rôle soit joué à la perfection de la part de Stephen King, de l'isolement qu'elle a ressenti pendant tout le tournage, y compris Nicholson, et jeter une oreille et un œil, ou même les deux, pof pof, aux excellentes analyses de Monsieur Links de Sun sur ce film notamment. Le téléfilm de Mick Garris, enfin, il est plutôt un retour à l'œuvre de King. En 1997, Stephen King, insatisfait de l'interprétation de Kubrick de son œuvre, a supervisé cette fois une nouvelle adaptation de Shining en format de mini-série par Mick Garris. Ce téléfilm est beaucoup plus fidèle au roman d'origine, en noir et blanc si ma mémoire est juste et bonne, notamment dans la représentation de Jack Torrance, qui est dépeint comme un homme plus complexe qui essaye de lutter contre ses démons, plutôt que simplement de se laisser sombrer dans la folie, comme dans le film de Kubrick. Steven Weber, qui incarne Jack dans cette adaptation, a une performance plus nuancée, bien que plus calculée, plus froide, illustrant mieux la chute tragique du personnage. Cette version est beaucoup plus fidèle à l'esprit du roman, mais n'a pas reçu le même accueil critique que le film de Kubrick. On lui reproche souvent un manque d'innovation et de créativité visuelle, ainsi qu'une mise en scène plus conventionnelle, trop attendue. Cette mini-série, bien réalisée et respectueuse de l'œuvre de King, est pas mal, mais manque d'originalité, du génie visuel, de la puissance atmosphérique du film de Kubrick. Ma voix part en couille, j'en suis désolé, j'espère que c'est audible et écoutable et agréable tout de même. Donc Kubrick, malgré ses écarts par rapport au roman, a marqué durablement le cinéma d'horreur. Shining, dans l'histoire de l'horreur, roman et film, l'impact de Shining est indéniable, que ce soit sur la littérature et dans le cinéma d'horreur, ce qui est une prouesse non négligeable pour deux œuvres aussi finalement éloignées malgré leur titre commun. En tant que roman, Shining est un exemple de l'horreur psychologique selon Stephen King, où la véritable menace ne réside pas seulement dans les forces surnaturelles de l'hôtel, mais dans la fragilité humaine de Jack Torrance, et où l'on n'a pas besoin de tomber dans le gore pour créer suspense et horreur. King explore des thèmes profondément humains, tels que la dégradation mentale, la culpabilité et les dysfonctionnements familiaux, faisant de Shining une œuvre complexe qui transcende les simples conventions du genre. Le film de Kubrick, quant à lui, a redéfini les standards de l'horreur cinématographique. Il s'est également et élégamment éloigné de l'approche viscérale ou purement effrayante de gore, lui aussi, pour proposer une œuvre où l'angoisse naît dans l'ambiguïté et de la lente descente vers la folie, ainsi que du plaisir purement jouissif d'y trouver à chaque visionnage un nouvel élément. Ce film a influencé... Oula, c'est de pire en pire. Ça va bien avec le film d'horreur, je pense. Je vais avoir la voix de... Qui est-ce qui parle comme ça ? Je ne sais plus. Johnny dans le catch. Ce film a influencé de nombreux réalisateurs de films d'horreur et est aujourd'hui considéré comme une référence incontournable du genre. Si le film et le roman diffèrent profondément dans leur traitement
Du récit, ils occupent chacun une place importante dans leur domaine respectif. King avec Shining a offert un exemple remarquable d'horreur littéraire intime et psychologique, tandis que Kubrick avec son adaptation cinématographique a créé une œuvre visuellement frappante et mystérieuse qui reste gravée dans l'histoire du cinéma. Shining, à la fois dans sa version littéraire et cinématographique, a ainsi laissé une empreinte durable dans le genre de l'horreur. Le roman de Stephen King plonge dans les profondeurs de la psychologie humaine, explorant la fragilité mentale, les drames familiaux, les terreurs intérieures. Le film de Kubrick offre une vision distante et métaphysique, transformant l'horreur psychologique en une expérience visuelle et atmosphérique absolument unique. Si leurs visions divergent, et c'est beaucoup, les deux œuvres sont complémentaires et témoignent de la richesse du matériau de départ. Elles illustrent également le pouvoir de transformation qu'une histoire peut subir entre les mains de deux artistes aux visions opposées mais complémentaires selon moi. Dans cette troisième partie, nous allons revenir encore sur les enquêtes PISA, réaliser une synthèse de plusieurs enquêtes, recherches, études scientifiques, analyser un peu en détail deux systèmes éducatifs, Singapour et la Finlande, et offrir quelques perspectives pour l'éducation ou le système éducatif français. Le programme international pour le suivi des acquis des élèves, cette fois c'est en français mais c'est toujours PISA, c'est une enquête qui se réalise tous les 3 ans et donc une enquête triennale. Voilà votre mot du jour, merci, au revoir, je plaisante. Lancée en 2000 par l'Organisation de coopération et de développement économique, donc l'OCDE. Elle évalue les compétences des élèves de 15 ans en mathématiques, lecture et sciences dans plus de 80 pays. PISA ne teste pas simplement la connaissance scolaire des élèves, mais leur capacité à appliquer ces connaissances à des situations réelles, et c'est là que le bât blesse en France. Faites donc résoudre des problèmes réels de la réalité véritable à vos enfants. Rien que réaliser une recette, faire des courses, cela peut être une base parfaite pour travailler dessus, puis mieux encore profiter de ce travail avec l'ensemble de leurs sens. Plein de fractions et de calculs pour la recette, puis tac, ils en profitent. Cette approche permet de mesurer dans quelle mesure les systèmes éducatifs parviennent à préparer les jeunes aux défis de la société moderne. Depuis sa création, PISA a révélé d'importants enseignements sur les forces et faiblesses des systèmes éducatifs à travers le monde. Les pays asiatiques tels que la Chine, oh non, la Chine c'est en Asie, non, sans blague, Singapour et le Japon dominent généralement les classements en mathématiques, mais également dans les autres matières en raison de leur culture éducative, fortement axée sur la rigueur académique et le travail intensif. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que vraiment c'est le modèle que l'on veut pour la France, des enfants qui travaillent toute la journée, qui une fois les journées d'école déjà relativement longues en France par rapport à d'autres pays, on les fout encore dans des cours particuliers. Est-ce que vraiment c'est ça que vous voulez pour vos enfants? Voilà. Et je vais éviter ou pas le parallèle sur la soumission de la population chinoise face à la folie Corum 19, mais je me plains déjà de ce qu'on a accepté nous, donc je ne vais pas faire comme si j'aurais pu supporter ça pour un potentiel élitisme qui n'a finalement aucun élitisme quant au bien-être des populations. Voilà, sachez ce que vous voulez. Est-ce que vraiment vous voulez des robots informatiques géniaux pour ce qui concerne les mathématiques sans la moindre humanité? Moi non. Mais allez-y si vous voulez. Les pays nordiques comme la Finlande se distinguent par une combinaison réussie d'excellence académique et de bien-être des élèves, avec une approche éducative plus équilibrée et égalitaire, un modèle peut-être plus intéressant selon moi, mais il faut quand même se souvenir que c'est un pays qui n'a pas les difficultés sociales et économiques actuelles de la France. Mais déjà, pour moi, mais on va revenir en longueur dessus, c'est un modèle qui devrait bien plus justement nous servir de modèle que Singapour. Mais bon, on va y revenir. Les pays européens, notamment la France, se situent généralement dans la moyenne, le vieux continent est dans la moyenne, avec des résultats contrastés qui révèlent des inégalités sociales et régionales importantes dans la performance des élèves. Alors, ce que les études révèlent mondialement,
Les résultats de PISA montrent que les systèmes éducatifs les plus performants ne sont pas nécessairement ceux qui mettent le plus de pression sur les élèves, à l'exception notable de Singapour, la Chine, Japon, etc., mais ceux qui parviennent à trouver un équilibre entre rigueur académique, bien-être et égalité des chances. Ainsi, Singapour domine en mathématiques, mais les enquêtes parallèles ont montré que les élèves subissent une très forte pression académique avec des niveaux d'anxiété et de stress relativement élevés. La Finlande, en revanche, se distingue par ses résultats élevés tout en offrant un environnement scolaire axé sur la coopération, la flexibilité, le respect du rythme de chaque élève. La réussite n'est pas seulement mesurée par les résultats académiques, mais aussi par le bien-être général des élèves. D'un point de vue global, les enquêtes PISA soulignent que l'inégalité sociale a un impact direct sur la réussite scolaire. Dans des pays comme la France, le statut socio-économique reste malheureusement l'un des principaux déterminants de la performance des élèves, une tendance que l'on retrouve dans de nombreux pays de l'OCDE. En gros, rien n'a changé depuis Bourdieu et son ouvrage Les Héritiers, et malheureusement, l'ascenseur social que la France aimerait présenter grâce à son système éducatif est en panne. Finalement, a-t-il jamais vraiment fonctionné pour nous mener au 7e ciel ? C'est bien triste. Dans les enquêtes PISA, la France présente des résultats contrastés, donc en particulier en mathématiques où le pays se situe en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Lors des enquêtes PISA de 2018, la France occupait la 25e place en mathématiques, une position décevante pour une nation avec un passé scientifique prestigieux. Les résultats montrent également une grande disparité entre les élèves. Les élèves issus de milieux socio-économiques favorisés réussissent nettement mieux que ceux issus de milieux défavorisés. Ce serait d'ailleurs très intéressant d'avoir la même étude PISA avec seulement, disons, soit les 20% meilleurs élèves, les 30 ou les 50% meilleurs de chaque pays pour voir où se classerait la France et ainsi voir si l'élite, elle, tient davantage la comparaison et si réellement ce sont les élèves en très grosse difficulté que nous ne parvenons vraiment pas à faire progresser et donc pour lesquels il faut vraiment trouver des solutions. Les élèves en situation de handicap ou ceux pour qui le français n'est pas la langue maternelle, ce qui est une forme de handicap, ont des difficultés accrues, ce qui souligne un manque d'inclusivité efficace malgré les efforts pour accepter tous les élèves. Mais les familles font-elles également les efforts et pousse-t-on assez les familles à fournir les efforts nécessaires ? Voilà, moi je vous donne 2 pistes, ou même bien plus que ça. Déjà, soulager largement l'administratif pour arrêter de dégoûter les familles qui veulent faire les efforts, mettre les coups de pied au cul que certaines familles méritent, et pousser les familles à fournir les efforts nécessaires. La France est marquée par une tendance inquiétante à la polarisation. Les élèves les plus faibles restent toujours en dessous de la moyenne de l'OCDE. Les élèves les plus performants parviennent à de très bons résultats, voire d'excellents résultats. Et le fossé demeure malheureusement. Les enquêtes PISA révèlent donc que nous sommes totalement vulnérables aux inégalités sociales, que malgré les tentatives pour réformer les programmes et les méthodes d'enseignement en mathématiques, les lacunes persistent, notamment dans l'apprentissage des bases et la capacité des élèves à appliquer en situation réelle leurs connaissances. Quelques recommandations et pistes pour cette première partie. Réforme de l'enseignement des mathématiques. Une des principales recommandations issues des études PISA est de revaloriser l'enseignement des mathématiques dès le plus jeune âge en mettant l'accent sur la compréhension des concepts fondamentaux plutôt que sur la simple mémorisation. Il faut de la mémorisation parfois bête et méchante des tables par exemple, mais il faut comprendre à quoi cela sert dans la vie réelle avec les problèmes de tous les jours. De nouveau, il est aussi conseillé d'adopter des méthodes pédagogiques dynamiques et interactives, inspirées d'autres pays performants, Finlande, ou les Pays-Bas, pour rendre les mathématiques plus attractives. Allons-y, distribuons des tablettes de chocolat noir, 90% bien sûr, pour les tables et les fractions. Let's go! Former les enseignants à de nouvelles approches pédagogiques est essentiel. Le modèle finlandais où les enseignants bénéficient d'une formation poussée, comme dirait Coluche, poussée c'est dans le cul, et d'une grande autonomie
pourrait servir d'inspiration. Lutter contre les inégalités, la discrimination positive dans les écoles de quartiers favorisés, les fameuses REP et REP+, c'est nécessaire pour compenser les désavantages sociaux. Des ressources supplémentaires en enseignants, matériel, accompagnement scolaire devraient être allouées en bien plus grand nombre et avec beaucoup plus de compétences de formation, devraient être allouées aux écoles ayant un fort taux d'élèves issus de milieux défavorisés. Mais selon moi, cette fois, il faut aussi, malgré l'immense difficulté de ce travail auquel on ne peut échapper, encore une fois, mettre les familles face à leurs défaillances et cesser de faire croire que les profs sont seuls responsables d'une part et seuls également capables de résoudre. Non, il faut, je le défends, une communauté éducative et l'ensemble de ces acteurs qui avancent main dans la main et chantonnant pour aller s'occuper du petit Tom. Le tutorat individualisé, particulièrement pour les élèves ayant des difficultés en mathématiques, pourrait réduire l'écart de performance entre les différents groupes sociaux. Nous avons besoin de Pascal le grand frère. Finalement, ça peut se résumer à ça. La France doit continuer à travailler pour l'inclusion des élèves en situation de handicap ou ceux issus de milieux linguistiquement divers. Vous voyez, c'est comme l'aiguisage, on ne dit pas linguistiquement. Sinon, c'est que vous me faites languir. Bien que le système français se targue d'accepter tous les élèves, les enquêtes PISA montrent que ces populations sont souvent laissées de côté dans les résultats. Je vous le dis de l'intérieur, les difficultés pour ces pauvres gamins, et là pour le coup, encore une fois, pauvres familles dépassées, noyées sous la paperasse, absolument inhumaine, et encore une fois pour la référence, l'obtention de tous ces foutus laissez-passer A38, mais il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que le laisser-passer A38, ça va de A38 à A380, sauf qu'il t'emmène jamais au 7e ciel et tu finis noyé sous la paperasse. Et on n'est toujours dans Astérix, dans le « qu'on les couvre d'or », mais qu'on les couvre de papier. Voilà. Sont de plus en plus grandes et les moyens de moins en moins importants, ces gamins vont clairement à la catastrophe. Et c'est catastrophique et inhumain, là, clairement, voilà ce que j'en pense. Je suis le premier à être très dur parfois avec les familles, vous l'entendez. Mais là, non, ce n'est pas possible. On ne peut plus être autant que Foucault dénonçait déjà, où l'on cachait, où l'on invisibilisait le handicap, où on faisait parfois du lancer de main. Pardon. Mais il nous faut des moyens et cesser de tourner autour du pot pour mieux chier. Tourner autour du pot pour chier. C'est marrant. Sur l'éducation nationale. Et notamment ces acteurs de terrain, car ce ne sont pas les politiques absents qui plus est qui vont se salir les mains. Au contraire, ils s'en lavent les mains, ces coquins de faquins taquins. Des outils pédagogiques adaptés pour une pédagogie différenciée, un usage du numérique mesuré. L'objectif, c'est pas de foutre les élèves 6 heures par jour devant un écran, mais ça peut être extrêmement intéressant. Disons une demi-heure, 1 heure par jour pour certains élèves, car il y a plein d'outils, notamment avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour différencier pour ces élèves. Et leur permettre à tous de suivre un parcours personnalisé, mais ambitieux à leur mesure. Développer des compétences transversales, ça aussi c'est quelque chose qui manque beaucoup en France. Nous cloisonnons encore beaucoup trop les disciplines. Quand les enquêtes PISA encouragent le développement de compétences transversales interdisciplinaires, comme la résolution de problèmes, la pensée critique, la compréhension de l'histoire, l'étude de la politique, de la sociopolitique, que sais-je encore, afin de préparer les élèves à un monde où les connaissances théoriques seules ne suffisent plus, mais où il faut les comprendre, les mettre en perspective avec le monde dans lequel ils vivent, et un monde où il faut et il faudra à nos élèves sans cesse avoir la capacité à se renouveler, à se réinventer et à avoir des feedbacks sur ce qu'ils apprennent, ce qu'ils font chaque jour pour aller plus loin. Ces compétences doivent être intégrées au programme français de manière beaucoup plus systématique. Équilibre entre excellence et bien-être, Singapour et Finlande en opposition. Penchons-nous un peu sur ces deux modèles intéressants tous les deux pour des raisons
différentes. Ce sont deux modèles diamétralement opposés, peut-être pas, mais en tout cas pas similaires, et qui pourtant sont tous les deux dans une démarche d'excellence éducative. Et plus que dans une démarche, d'après PISA, ils atteignent l'excellence éducative. Singapour est au sommet des classements PISA, mais son système éducatif est critiqué pour son approche extrêmement compétitive, pour la pression intense qu'il impose aux élèves. Des études montrent que les élèves de Singapour souffrent de stress, d'anxiété, et que leur bien-être global ainsi que, bon là c'est moi, mais j'en mettrai ma main à couper, leur capacité à appréhender la globalité et la complexité du monde, leur esprit critique, on va pas revenir encore sur le quorum 19, mais la capacité manque ici aussi parfois sacrifiée au profit de la réussite académique et pour le coup des connaissances et des connaissances théoriques pures, même si apparemment ils sont très bons en résolution de problèmes qui sont une compétence un peu plus globale. A l'inverse, la Finlande, très performante également, place un accent très fort sur le bien-être des élèves, la réduction des inégalités. Les élèves finlandais ont moins d'heures de cours que ceux de Singapour, mais ils bénéficient d'un système éducatif inclusif centré sur la collaboration et l'autonomie des élèves. Ils se classent parmi les meilleurs tout en ayant des niveaux d'anxiété scolaire très inférieurs aux élèves de Singapour. Je suis désolé, j'ai un petit hoquet pendant le podcast, c'est impeccable. Le système éducatif finlandais est souvent cité en exemple pour son approche innovante, son efficacité et sa capacité à concilier excellence, inclusion et bien-être des élèves. Voici une analyse approfondie du fonctionnement de ce système et des éléments qui pourraient être applicables au système éducatif français. Petit détour par le système éducatif finlandais, qui, je pense, vous l'avez déjà compris, me plaît bien, donc on va se pencher un peu dessus. Égalité et accessibilité. En Finlande, l'éducation est gratuite et accessible à tous, y compris les repas scolaires, fournitures et excursions. Tout cela est gratuit. Alors, soyons clairs, en France, on ne fait pas payer grand-chose pour tout ça, ce qui est bien, mais Finlande, apparemment, totalement gratuit. Le principe d'égalité est au cœur du système, assurant que tous les élèves, indépendamment de leur origine socio-économique, petite limite, font-ils face aux mêmes grands écarts de disparité qu'en France. Ça, voilà, c'est la limite qu'on peut trouver à l'étude du système éducatif finlandais. Mais en tout cas, éducation de grande qualité. Autonomie des écoles, voilà quelque chose que notre cher gouvernement absent, mais toujours là pour nous casser les pieds, pour être poli, devrait écouter. Les écoles finlandaises, comme les écoles allemandes d'ailleurs, même si l'Allemagne est au milieu, je crois aussi plutôt du classement PISA, mais en tout cas les écoles finlandaises ont une grande autonomie dans la gestion de leur curriculum et de leur méthode pédagogique. Cela permet aux enseignants de s'adapter aux besoins spécifiques de leurs élèves et de promouvoir des approches innovantes. Enseignants plus motivés sans doute, moins blasés de voir les programmes changer tous les ans au bon vouloir de ministres qui changent eux tous les mois, voire qui, oui j'insiste, sont absents, mais ça m'a tellement marqué cette semaine que il faut que je revienne dessus, et encore une fois que ni oubli ni pardon, n'est-ce pas, de se sentir ignoré au point de faire une rentrée sans ministre, encore une fois, ce qui ne changera rien le jour où il sera là, je le répète, mais le principe même de l'absence d'un ministre pour une rentrée est ignoble et montre à quel point on se fout de nous, profs, et de vous, parents. Et face à leurs responsabilités, ou même si vous n'êtes pas parents, d'ailleurs si vous payez des impôts pour ce pays, donc pour l'école, une école qui n'a pas de ministre, qui n'a pas de chef, même si le chef est nul, nous avons besoin d'un phare et d'un fort. Compétition saine entre enseignants, voilà qui est intéressant, qui ferait beaucoup râler les enseignants que je connais bien, mais moi je trouve que ça pourrait être intéressant. Je reviens dessus, des études sur le bien-être prof de français, prof en France, et prof en Finlande, mis face aux élèves. Peut-être que les enseignants finlandais sont resplendissants de bien-être, de bonne humeur, de santé physique et mentale. Ce serait intéressant parce que je l'ai dit dans je ne sais même plus quel podcast, mais je pense que rien que ça,
c'est très important pour nos élèves. Si en moyenne, les élèves finlandais ont face à eux des profs resplendissants de bien-être par rapport aux élèves français, je pense que rien que ça joue. Et donc pour ça, de la compétition saine entre enseignants, faire confiance aux enseignants, tout ça, ça pourrait être intéressant. Moins de pression sur les examens, contrairement à de nombreux systèmes éducatifs, le système finlandais minimise la pression des examens. Les évaluations sont principalement formatives avec des feedbacks continus et rapides, ce qui est essentiel pour apprendre pour ceux qui ont retenu ce que l'on a dit dans le premier podcast sur comment apprendre. Après, c'est intéressant de baisser la pression des examens, ok, mais il faut arrêter avec cette notion de pression. On en arrive aujourd'hui à des demandes de syndicats là, pour le 10 septembre qui appellent à la grève. Ah, ça va, sous prétexte fallacieux que les évaluations nationales de début d'année seraient stressantes. Vraiment, faut arrêter. Ils sont gênants, comme diraient mes élèves, et contre-productifs, ce qui est vraiment beaucoup moins rigolo. À râler en permanence et souvent pour rien, nous perdons notre crédibilité. Ensuite, lorsque nous avons de vraies revendications pour améliorer notre métier d'une part, et les résultats de nos élèves d'autre part. Donc voilà, vous comprenez que je n'ai pas tous les syndicats en tout cas dans mon cœur, et par contre j'ai vu que certains syndicats, voilà, je fais une parenthèse très rapide là-dessus, certains syndicats ont justement dit que non, qu'ils s'opposaient à cette grève et qu'ils ne trouvaient pas que ces évaluations étaient particulièrement stressantes ni pour nous ni pour les élèves. Donc ces syndicats-là ont tout mon soutien et je les remercie d'avoir osé aller contre les grands syndicats qui passent leur temps à râler. Méthode pédagogique, apprentissage basé sur les problèmes en Finlande. Les élèves travaillent sur des projets interdisciplinaires. Voilà une autre notion extrêmement intéressante. Cela favorise une compréhension profonde des concepts et leur application dans des concepts réels de la réalité véritable. Quand je vous parle de global et d'éducation holistique. Enseignement individualisé, les enseignants adaptent leur approche en fonction des besoins individuels des élèves. Les groupes sont souvent plus petits, permettant une attention personnalisée. Éducation collaborative, le travail en groupe est encouragé et les élèves apprennent à collaborer et à résoudre des problèmes ensemble. Cela aide à développer des compétences sociales, oubliées parfois chez nous, importantes et renforce le sentiment de communauté. Formation continue des enseignants. Les enseignants finlandais bénéficient d'une formation continue régulière. La profession est hautement qualifiée et respectée, avec des exigences élevées pour l'entrée dans la profession. C'est essentiel et le niveau de formation et de recrutement chez les profs du premier degré, au moins chez nous en France, est extrêmement inquiétant. Je vous l'assure, de l'intérieur, c'est la cata. Imaginez un monde, quand j'en parle à mes collègues, on me regarde d'avance comme si ça n'avait même aucun intérêt de l'imaginer, de l'évoquer, où pendant 3-4 jours, nous pourrions partir en formation, observer ce qui se fait dans les classes allemandes, anglaises, finlandaises, que sais-je encore de nos voisins, pour échanger avec eux, une formation élitiste des professeurs, avec aussi, on va pas se le cacher, énormément de plaisir et d'échanges qui nous donnerait un amour fou de notre métier. Je ne vois pas en quoi ça semble si fou, mais bon. On va se battre dans ce podcast, pas d'inquiétude. Voilà, on va se battre. Bien-être des élèves. Le bien-être est intégré dans le curriculum finlandais. Je me bats aussi beaucoup pour ça, pour le bien-être des élèves comme celui de leurs profs. Les enfants étant des éponges, il est inconcevable pour moi. Oui, je sais, c'est affreux, mais c'est plus affreux encore pour les gosses de les mettre 24 heures par semaine face à des profs mal dans leur peau. Je sais que c'est un problème extrêmement difficile à régler, mais il nous faut des solutions pour le bien-être des profs. Et par exemple, la formation élitiste de profs par le plaisir et par... la formation élitiste avec du plaisir, voilà, tout simplement. Voilà, je l'ai mentionné au podcast sur la déprime des ados. Pour les adultes, c'est pareil. Le meilleur remède à la dépression, c'est le coup de pied au cul. Agir localement, retrouver le goût de la persévérance, de l'action, de la discipline, du bien-être, etc. Je le répéterai à chaque fois que nécessaire.
Les écoles finlandaises offrent des programmes de soutien psychologique et social, des activités physiques régulières à un environnement scolaire favorable. Application au système éducatif français. Inclusion et accessibilité. Égalité d'accès. Adopter des politiques similaires pour garantir la gratuité et l'accessibilité totale de l'éducation. Notamment, encore une fois, l'enseignement c'est la répétition, simplifier ce putain de système administratif. Les fournitures scolaires et les repas, ça c'est déjà des choses plutôt positives en France. L'État paye vos impôts, encore une fois, mais peu importe. Paye grand nombre de fournitures scolaires, permet de diminuer le coût des repas afin de réduire les inégalités. Soutien aux élèves en difficulté, renforcer les dispositifs d'inclusion et d'accompagnement individualisés pour les élèves en difficulté, comme les classes Ulysse chez nous, avec une plus grande autonomie pour les écoles pour adapter les pratiques pédagogiques aux besoins spécifiques. Et donc laisser de l'autonomie aux établissements, aux professeurs, aux classes. Sans qu'autonomie veuille dire faire n'importe quoi, évidemment. Évaluation formative, incorporer davantage d'évaluation formative et de feedback continu plutôt que de se concentrer sur les examens finaux. Cela permettrait de suivre les progrès des élèves de manière plus complète. Équilibre entre les matières et baisser au moins en tout cas le cloisonnement entre les matières. Promouvoir des projets aux approches interdisciplinaires dans l'enseignement et intégrer donc des projets qui favoriseront l'application des connaissances dans des contextes réels. Autonomie des écoles, encore une fois, accorder plus d'autonomie aux établissements scolaires pour qu'ils puissent adapter les programmes à leurs élèves, faire confiance aux enseignants et leur permettre de se retrouver. Cela pourrait inclure une plus grande flexibilité dans le choix des méthodes pédagogiques et des ressources. On est donc très loin de la vision actuelle de nous forcer à user de la méthode Singapour, alors que les élèves du système de Singap sont très éloignés de nos élèves d'une part, donc selon moi pas comparables, et en plus sont vraiment des modèles de bien-être. Je ne pense pas. Renforcer les opportunités de formation continue élitiste, d'élite, associées à du plaisir et du bien-être pour les enseignants, afin de les aider à se tenir au courant des meilleures pratiques pédagogiques et des innovations, chose qui est totalement absente aujourd'hui et pourtant tellement importante. Bien-être et développement personnel, programme de bien-être autant pour les élèves que leurs enseignants, intégrer des programmes de soutien psychologique et de bien-être, assurer que les élèves ont accès à des services de conseil et de soutien et de suivi de leur scolarité pour trouver par la suite leur voie dans la vie professionnelle. Activités physiques et artistiques, encourager les activités physiques et artistiques comme élément essentiel du curriculum afin de promouvoir le développement équilibré holistique des élèves. Conclusion de cette partie sur le système éducatif finlandais, entre guillemets, adapté aux possibilités du système français. Le système finlandais offre un modèle intéressant pour la France avec ses approches centrées sur l'inclusion, personnalisation de l'apprentissage et le bien-être. En adoptant certaines de ces pratiques, amélioration de la formation des enseignants, plus grande et meilleure autonomie des écoles, le système éducatif français pourrait viser une meilleure excellence académique tout en améliorant encore l'inclusion et le bien-être des élèves. Je rappelle que pour ce qui est du bien-être des élèves, au moins dans le premier degré, on y est, d'accord ? 90% des enfants se disent heureux à l'école. On a vu ça au dernier podcast avec l'étude de l'article « À l'école des enfants heureux », enfin presque, de Monsieur Debarbieu. Sortons de l'étude du cas finlandais pour un instant et revenons à la tour de Pisa. Les enquêtes Pisa soulignent la nécessité pour la France de réformer son système éducatif afin de mieux répondre aux besoins des élèves dans un monde en constante évolution. Pour progresser en mathématiques, il est indispensable de revaloriser l'enseignement des bases. Vous n'avez pas les bases. Favoriser la pédagogie active et différenciée, renforcer la formation des enseignants, réduire les inégalités sociales et linguistiques. Cependant, il est
également essentiel de préserver l'idée que l'éducation ne doit pas se limiter à la simple performance académique. Le modèle de la Finlande, qui combine excellence et bien-être, doit servir de référence à la France pour développer un système éducatif où chaque élève est encouragé à progresser, mais où aucun ne se sent écrasé par la pression. Comparaison Singap Finnish. Taux d'alphabétisation en Finlande et à Singap. Taux d'alphabétisation en Finlande, 100%, ou presque. Le système éducatif est très performant et l'accès à une éducation de qualité est garanti pour tous. À Singapour, le taux d'alphabétisation est très élevé, aux alentours de 97%. Ça fait déjà moins que la Finlande. Singapour a fait de l'éducation un pilier de son développement avec une scolarisation quasi universelle. En Finlande, l'enseignement est obligatoire pour tous les enfants de 7 à 16 ans. Les écoles publiques sont gratuites et accessibles à tous. La maternelle est optionnelle avant 6 ans, mais fortement recommandée et gratuite la dernière année avant l'école obligatoire, donc entre 6 et 7 ans. À Singapour, l'enseignement est obligatoire de 6 à 15 ans. Singapour possède un système principalement public avec des écoles gérées par l'État. Il existe aussi des écoles privées, mais la majorité des élèves fréquentent des établissements publics ou subventionnés par le gouvernement. L'école maternelle n'est pas obligatoire à Singapour, elle n'est pas gratuite, mais fortement encouragée par le gouvernement. Contrairement à la France où l'école publique est gratuite et obligatoire de 3 à 16 ans, à Singapour et en Finlande, l'obligation scolaire ne couvre pas l'ensemble de cette tranche d'âge. Poursuivons les comparaisons. Merci ChatGPT, tu me fais gagner un temps fou parce que le podcast c'est bien, mais j'ai beaucoup d'autres projets et en premier lieu une classe à faire tourner sans petite roulette russe. Oui bon, c'est dimanche, tout est permis, surtout de bosser. Temps passé à l'école en moyenne. En France, la journée scolaire est longue par rapport à d'autres pays. Les élèves du primaire passent en moyenne 24 heures par semaine en classe, tandis que les élèves du collège et du lycée y passent environ 26 à 28 heures. La journée typique commence vers 8h30, termine vers 16h30. Les enfants ont également le mercredi de libre dans la plupart des écoles primaires. En Finlande, les journées scolaires sont plus courtes. Les élèves du primaire passent en moyenne 20 à 24 heures par semaine à l'école. Les journées commencent aux alentours de 8 à 9 heures et terminent beaucoup plus tôt, entre 14 et 15 heures. Beaucoup de pauses, ce qui permet de maintenir la concentration des élèves. Là aussi, on sait qu'aujourd'hui, l'idéal, ce serait de faire des petites pauses de 5 minutes toutes les 30 minutes. Pas forcément de faire une pause de 30 minutes toutes les 2 heures. Garder l'attention des élèves pendant 2 heures, ce n'est pas évident. Et donc, il faut mettre des choses en place en classe. Mettre des classes en place. Les Finlandais mettent l'accent sur la qualité plutôt que la quantité de temps passé en classe. À Singapour, les élèves passent pour le coup en moyenne 30 heures par semaine à l'école. Ce nombre augmente au collège et au lycée où les élèves peuvent passer jusqu'à 35 à 40 heures par semaine à l'école, sans compter les cours particuliers. On va y revenir juste après. La journée scolaire commence vers 7h30 et se termine vers 14h30, 16h30 avec des pauses courtes. La journée commence à 7h30. Le rythme est intense et les élèves suivent des programmes très rigoureux. Cours particuliers, le recours aux cours particuliers est plus courant dans certains pays, notamment à Singapour. En France, au lycée, il y a environ 20% d'élèves qui prennent des cours particuliers, mais ce chiffre est quasi nul au collège et encore plus au primaire. L'accompagnement éducatif est proposé dans certaines écoles publiques, mais reste minoritaire comparé à Singapour. En Finlande, le recours aux cours particuliers est rare, grâce à un système éducatif inclusif qui met l'accent sur le soutien en classe. Moins de 10% des élèves prennent des cours particuliers, même en préparation d'examen. Les enseignants finlandais consacrent du temps à chaque élève, ce qui limite le besoin de tutorat externe. À Singapour, les cours particuliers sont extrêmement courants. Environ 60 à 70% des élèves suivent des cours de soutien privés, souvent appelés tuition. Et mon intuition me dit que ça fait beaucoup.
Les parents investissent massivement dans ces cours pour garantir le succès scolaire de leurs enfants en raison de la forte compétitivité du système éducatif. Ce phénomène a un impact direct sur le bien-être des élèves qui subissent une forte pression pour exceller. Nombre de semaines de vacances scolaires. En France, 16 semaines de vacances scolaires. Ce système est organisé avec beaucoup d'interruptions régulières pour permettre aux élèves de se reposer, mais cela interrompt peut-être un peu longtemps le processus éducatif. Voilà encore une réflexion qui ne va pas plaire à certains de mes collègues. En Finlande, par exemple, seulement 12 semaines de vacances scolaires par an. Voilà. L'année scolaire est moins fragmentée, avec un long été, mais une charge de travail beaucoup plus modérée pendant l'année scolaire. Et encore une fois, c'est un modèle qui me plaît beaucoup et qui, je pense, serait bien plus bénéfique à nos élèves. Les élèves de Singapour ont entre 12 et 13 semaines de vacances par an. Les vacances sont souvent utilisées pour rattraper des cours ou suivre des stages, ce qui signifie que les élèves continuent très régulièrement à travailler pendant leurs vacances. Je vous le dis, ce système ne fait vraiment pas envie. Et pourtant, j'aime travailler, j'aime bosser, j'aime que les élèves bossent, j'aime que les parents s'investissent pour l'éducation de leurs enfants. Mais le modèle de Singapour me semble déjà impossible à mettre en place et en plus pas un modèle à suivre. Le système éducatif français se distingue donc par un temps scolaire plus long mais plus fragmenté avec de nombreuses vacances. Le système éducatif français pourrait peut-être s'inspirer du modèle finlandais en cherchant à améliorer l'efficacité des heures de cours en trouvant un équilibre entre rigueur académique et bien-être. Parlons, encore une fois pour ne point changer, sujet qui fâche avec pour objectif de trouver des solutions. J'ai déjà dit n'avoir absolument aucun intérêt à me situer politiquement. Je suis un prof français qui aime son pays et fait tout pour lui, point barre. Ce qui n'est pas un point du coup si c'est une barre. Difficulté du système éducatif français face à l'immigration et aux inégalités en tout genre. La France fait face à des défis importants en matière d'immigration qui influencent le système éducatif depuis plusieurs décennies. Une immigration massive, principalement en provenance de pays à faible niveau de développement éducatif et au système éducatif, langue parlée, culture très éloignée, a bouleversé les équilibres sociaux et scolaires. Cette situation a eu des répercussions sur les résultats scolaires et a mis en lumière plusieurs problèmes. Le système éducatif peine à s'adapter à la diversité croissante des élèves, notamment ceux dont la langue maternelle n'est pas le français, et qui rencontrent des difficultés particulières d'apprentissage. Les élèves issus de l'immigration tendent à être surreprésentés parmi ceux ayant des difficultés scolaires, alimentant un sentiment d'échec dans certaines zones et certaines populations défavorisées, influant très négativement sur le climat social, qui n'en a pas besoin et l'on ne peut apprendre sereinement dans un climat de stress tendu comme un string sur un derrière charnu. Les inégalités socio-économiques liées à l'immigration exacerbent les écarts de résultats dans les quartiers sensibles, créant des obstacles à l'intégration scolaire et sociale. Passons à l'étude du QI. Des études montrent une baisse du QI moyen en France au cours des dernières décennies, bien que cette baisse ne soit pas attribuée exclusivement à l'immigration. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous savez comme je fustige le laisser-aller du hashtag français moyen qui est une plaie. D'autres facteurs comme la dégradation des conditions socio-économiques, l'accès inégal à une éducation de qualité ou la massification scolaire, les écrans, l'alimentation jouent aussi un rôle. En France, le QI moyen est autour de 98. Des études indiquent une légère baisse au fil des années, bien que les raisons soient, comme on l'a dit, multifactorielles. En Finlande, le QI est estimé aux alentours de 101-102. Attendez, je me suis perdu. Excusez-moi. Si, donc en Finlande, QI estimé aux alentours de 101-102 et entre 105 et 108 à Singapour. Ce sont des pays avec des politiques éducatives un peu plus homogènes qui ont affaire à une hétérogénéité moins grande
au sein d'une classe pour les professeurs est mieux adapté à leur contexte spécifique et donc cela leur permet de maintenir un peu plus aisément une excellence académique. À Singapour est très strict en matière d'immigration. Ils accueillent des immigrés qualifiés. On est donc sur une immigration avec des cerveaux d'élite. Voilà. Et pas sur une immigration massive et non contrôlée. C'est quand même pas la même chose. La Finlande a accueilli une certaine immigration ces dernières années, mais le pays ne fait pas face à un afflux massif non plus comme en France. Les politiques d'immigration sont plus strictes et plus sélectives. La Finlande met en place un soutien personnalisé, des programmes d'intégration efficaces pour les élèves non finnois, notamment par l'apprentissage intensif de la langue nationale dès l'arrivée des élèves. Voilà qui est aussi très intéressant et à creuser. Pourquoi pas mettre dans un premier temps en séparer le temps d'acquérir les bases avant d'inclure pour permettre de s'assurer que le raisin est bon et non pas pourri avant de le mettre dans la grappe et de le laisser le grain s'épanouir. Un raisin sorti de la grappe pour le rendre magnifique, puis le remettre dans la grappe et dans l'arbre, contre une vision du grain potentiellement pourri qui fait tout pourrir autour de lui. C'est malheureusement, vous le savez, souvent le négatif qui l'emporte. On dit qu'il faut 3 bonnes journées pour compenser une mauvaise, et donc les super grains environnants ne sauveront pas le grain pourri, il fera, lui, tout pourrir. Mieux vaut l'extirper un temps, le rendre parfait, et profiter du meilleur des vins par la suite. Arrêtons là la comparaison. Aux États-Unis et au Canada, 2 pays avec une longue tradition d'immigration, les systèmes éducatifs ont dû développer des stratégies spécifiques pour accueillir les élèves issus de familles immigrées. Par ailleurs, le Canada favorise une intégration par des classes de langue et des services de soutien social. Donc eux aussi, pendant un temps, sortent ces élèves avant de les remettre avec tout le monde. Les résultats sont globalement positifs avec un effort national pour maintenir un haut niveau de qualité éducative malgré la diversité croissante des élèves. La France a mis en place les classes Ulysse pour les élèves en situation de handicap, les IME pour les élèves en situation de gros handicap, pour faire simple. Ces systèmes permettent à certains élèves de suivre un parcours qui leur est adapté tout en restant connectés, en partie au moins, au système éducatif classique. Mais ces dispositifs sont critiqués pour leur capacité limitée et surtout leur manque de moyens humains et matériels, et ça ne va pas en s'arrangeant. Le modèle finlandais mise sur l'inclusion maximale. Tous les élèves, y compris ceux en difficulté ou en situation de handicap, sont scolarisés dans des classes ordinaires mais bénéficient d'un soutien individualisé. L'enseignant est souvent assisté par un co-enseignant spécialisé. Donc là aussi, on est très loin de ce qui se fait en France. Et des interventions rapides et efficaces sont mises en place dès les premiers signes de difficulté. Vous avez compris, je pense, mon attrait pour ce système. À Singapour, l'inclusion est beaucoup plus sélective. Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont orientés vers des classes spécialisées, des classes spéciales, et le système n'a pas encore pleinement intégré les élèves en difficulté dans les classes générales. Toutefois, des efforts sont en cours pour améliorer l'inclusion. Taille des classes. La taille des classes en France varie considérablement. Dans les réseaux d'éducation prioritaire, le nombre d'élèves par classe en CP-CE1 est parfois réduit à entre 10 et 15 élèves pour offrir un suivi personnalisé. Mais cette réduction drastique du nombre d'élèves peut également être contre-productive si les élèves ne bénéficient pas d'une pédagogie adaptée et s'ils n'ont pas tous les outils de manipulation qui doivent aller avec. À partir du CE2, le nombre d'élèves par classe peut brusquement augmenter à 25 ou plus. Et au collège ou lycée, il n'est pas rare d'avoir des classes de 30, 35, presque 40 élèves, ce qui limite drastiquement la qualité du suivi. Les études montrent que les classes de plus de 30 élèves deviennent difficiles à gérer, en particulier dans des établissements où les élèves ont besoin de plus d'attention individuelle et où les enseignants, on ne va pas se le cacher, font face à des difficultés d'ordre de comportement sans même pouvoir prétendre faire classe correctement. En Finlande, les classes comptent en moyenne 20 élèves, voilà, qui est un bon nombre.
permet aux élèves de suivre chaque élève de manière approfondie et d'adapter l'enseignement à leurs besoins spécifiques. La taille modérée des classes est considérée comme l'un des facteurs du succès finlandais. À Singapour, plus étonnamment, la classe est plus grande, avec 30 à 40 élèves, mais avec une discipline extrêmement stricte, une organisation rigoureuse du système qui permet de maintenir des performances élevées malgré la densité d'élèves au sein des classes. Proposition pour le système français, pour finir cette partie, améliorer la formation des enseignants, accroître le soutien pour les élèves issus de l'immigration, maintenir des classes de taille réduite mais une augmentation moins brutale par la suite, favoriser l'inclusion dans l'éducation ordinaire, au moins en partie pour ce qui est faisable. Le but n'est pas de détruire les classes quand de toute évidence l'inclusion n'est pas possible en classe normale, faut arrêter. Surtout sans moyens matériels, humains, sociaux. Réforme des dispositifs d'orientation, adapter les dispositifs d'orientation vers les filières spécialisées aux professionnels plus tôt, donner des projets d'avenir à nos élèves afin de les pousser à se motiver, à se discipliner pour apprendre et poursuivre leurs apprentissages. En conclusion, le système éducatif français fait face, certes, à des défis considérables dus à la gestion de la diversité, à des inégalités socio-économiques exacerbées, s'inspirer de modèles comme celui de la Finlande, tout en adaptant des solutions adaptées à la réalité française, pourrait aider à relever ces défis tout en maintenant une éducation inclusive et de qualité. La France est confrontée à une immigration massive et à des disparités éducatives et doit s'adapter, elle n'a pas le choix, doit adapter son système pour offrir un suivi personnalisé. Revenons un peu au QI, petite parenthèse. Définition simple, le QI c'est un chiffre qui mesure les capacités cognitives d'une personne par rapport à la moyenne de la population. Il évalue des compétences comme la logique, la résolution de problèmes, la compréhension et la mémoire. Un QI de 100, c'est la moyenne, et la plupart des gens ont un QI compris entre 85 et 115. Le QI est mesuré à partir de tests standardisés dont le plus connu est le WAIS. Voilà, pas la peine d'aller plus loin. Son intérêt, c'est un indicateur des capacités cognitives. Le QI peut aider à identifier les personnes ayant des capacités intellectuelles supérieures ou des besoins éducatifs particuliers. Il peut permettre de donner quelques prévisions de performance scolaire ou professionnelle. Il existe une certaine corrélation entre un QI élevé et la réussite scolaire. Le QI a toutefois des limites. Il est une mesure incomplète de l'intelligence. Il ne prend pas en compte les aspects comme la créativité, les compétences sociales ou l'intelligence émotionnelle. Les résultats peuvent être influencés par l'éducation, le milieu socio-économique ou le stress lors du test. Il peut être également culturellement biaisé. Certains tests peuvent désavantager des personnes venant de contextes culturels ou linguistiques différents. Le QI et il peut évoluer au fil du temps en fonction de l'apprentissage et des expériences de vie. C'est un outil utile pour évaluer certaines capacités cognitives, mais il ne capture absolument pas toute la complexité de l'intelligence humaine. Le QI moyen, je vais accélérer un petit peu, puisqu'on arrive déjà à 1h30. Le QI moyen aux États-Unis est un peu comme en France, entre 97 et 98. Au Canada, il est entre 99 et 100. Impact, vous allez dire que je prends toujours les mêmes cibles, mais c'est normal. Impact de l'obésité sur le QI. L'obésité a des effets documentés sur la santé cognitive, en particulier chez les enfants. Merci de réécouter cette phrase, plutôt que de tomber dans le pseudo-body positivisme. Plusieurs études indiquent que l'obésité infantile a des conséquences sur le développement cognitif et les performances scolaires. L'obésité entraîne une inflammation chronique qui affecte négativement le cerveau et la fonction cognitive. Des déficits en nutriments essentiels. Les régimes alimentaires pauvres en nutriments essentiels, comme les oméga 3, #manger des sardines,
vitamines, manger fruits et légumes, et minéraux, manger sainement et équilibré. Chez les enfants obèses, peuvent également influencer négativement le développement cognitif. Moins d'activité physique, l'obésité est souvent liée, arrêtez de croire que ce n'est pas vrai. Si l'obésité est souvent liée à une sédentarité accrue qui peut réduire les fonctions cognitives à long terme. L'activité physique est connue pour stimuler le développement du cerveau chez les jeunes enfants. Et enfin, l'obésité, c'est pas cool, d'accord ? Ce sont des problèmes de santé associés, putain. L'obésité peut entraîner des problèmes de santé comme le diabète, l'hypertension qui peuvent affecter la cognition et le développement intellectuel. D'autres facteurs influençant le QI, la nutrition, l'environnement qui doit être stimulant, la qualité de l'éducation. Les facteurs négatifs, la malnutrition, du coup, le stress, la sédentarité, l'obésité, l'exposition à des toxines. Quelques points positifs du système éducatif français pour terminer définitivement cette partie et ne pas vous laisser dans la négativité. Rappel, accessibilité et universalité de l'éducation française. Qualité des enseignants qui, malgré une formation défaillante, font de leur mieux. Je vous le dis de l'intérieur, 99% des profs que je connais font de leur mieux. D'accord ? Soutien aux élèves en difficulté, excellence académique dans certaines disciplines, et notamment, contrairement à ce que l'on a dit avec PISA, selon les Olympiades internationales de mathématiques, la France est reconnue pour son excellence en mathématiques et en sciences. Les élèves français obtiennent en effet, selon ce classement, des résultats élevés dans ces compétitions. Le système éducatif français possède plusieurs points forts, notamment cette accessibilité universelle, la qualité des enseignants, la diversité des parcours et des réussites dans certaines disciplines académiques. Les réformes récentes et les initiatives d'innovation témoignent également d'un engagement à améliorer et moderniser le système éducatif. L'excellence mathématique française, malgré les classements relativement bas dans les rapports PISA, peut vous sembler paradoxale, mais voici quelques éléments pour expliquer cette situation. Les performances élevées dans des compétitions comme les Olympiades internationales de mathématiques sont souvent le résultat d'une formation spécialisée, de sélection rigoureuse et d'un engagement significatif dans les mathématiques à un niveau très élevé. Donc avec les meilleurs élèves. Les élèves qui participent à ces compétitions sont ceux qui ont un talent particulier et un intérêt profond pour les mathématiques. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Quel serait ce classement PISA si on ne prenait que les 10% meilleurs, les 20% meilleurs, les 50% meilleurs, etc., etc. Et apparemment, du coup, effectivement, on serait dans les tout premiers, ce qui est tout de même intéressant. Et en même temps inquiétant, parce que ça veut vraiment dire que on n'arrive pas à gérer cet écart, ce grand écart. Les évaluations PISA, donc, prennent les compétences mathématiques dans le cadre général et pratique avec tous les élèves. Voilà, nous arrivons à la conclusion définitive de cette partie. L'excellence française en mathématiques dans les compétitions internationales contraste avec les résultats PISA en raison de la différence entre les objectifs des tests, la spécificité des échantillons évalués et les facteurs influençant les performances des élèves. Tandis que les compétitions mettent en avant les talents particuliers et la capacité en résolution de problèmes complexes des meilleurs élèves, les évaluations PISA reflètent des compétences pratiques et générales dans le cadre plus large de tous les élèves. Revenons aux points forts du système éducatif français. Je m'égare, je dis Grèce. Diversité de l'offre éducative, réformes et innovations, culture de l'éducation. Quelques études récentes et données dont je me suis servi si ça intéresse certains. Étude de l'OCDE 2023, rapport de la Commission européenne 2022, évaluations internationales PISA, rapport du ministère de l'Éducation nationale 2024. Petit détour encore. Ah oui, on aime bien marcher. Donc, classement mondial, Paris-Saclay,
42e, la Sorbonne 90e, Université Paris Sciences Lettres 39e selon le QS World University Rankings de 2024. Donc nous avons tout de même des universités excellentes. Pareil pour les prépas, HEC classé 27e, Polytechnique 56e, Sciences Po 188e. Voilà, ces classements nous donnent tout de même quelques raisons d'espérer, n'est-ce pas? Et en fait, je n'avais pas fini. Encore un sujet qui fâche, parce que celui-là, je ne l'oublie pas. Ni oubli ni pardon, toujours. Période pandémie, rhume 19, impact significatif sur les enfants et les jeunes, touchant plusieurs aspects de leur bien-être, de leur développement et de leurs résultats académiques. Voici un aperçu des études et des chiffres récents concernant ces effets. Étude de l'université de Yale. Cette étude a révélé une augmentation des symptômes de dépression et d'anxiété chez les adolescents. On en a parlé au dernier podcast. L'anxiété, la dépression, les déprimes chroniques chez les adolescents, c'est une catastrophe à laquelle il nous faut faire face. Environ 40% des adolescents ont signalé des symptômes de dépression contre environ 15% avant la pandémie. Rapport de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, bien-être mental des jeunes a souffert de l'isolement social, avec 70% des adolescents qui signalent des sentiments accrus de solitude et de stress. Capacité d'empathie, selon une étude de l'université de Stanford, les enfants ayant été privés de contact visuel et d'interaction, vous savez, ceux qui apprenaient à lire en CP avec des profs masqués en étant eux-mêmes masqués, Les enfants ayant été privés donc de contact visuel et d'interaction en personne ont montré une baisse de la capacité à interpréter les émotions faciales. Vous savez, ça fait des psychopathes, je vous le dis au cas où. Environ 30% des enfants, et c'est de notre faute, nous qui avons cautionné ça ou laissé passer. Environ 30% des enfants ont présenté des difficultés accrues à comprendre les expressions émotionnelles par rapport à avant la pandémie. Recherche de l'université de Harvard 2022, l'empathie et les compétences sociales ont été affectées avec une réduction significative de l'interaction sociale et de l'empathie mesurée chez les enfants qui ont passé une part importante de leur temps en apprentissage en ligne devant les écrans, etc. Impact sur les résultats académiques. Rapport de l'OCDE 2021. Les résultats scolaires ont montré des baisses de performance en mathématiques et en lecture. Les élèves ont connu une régression moyenne de 0,5 à 1 année scolaire en termes de progrès académique. Ils ont perdu 1 an. Étude de la Commission européenne 2022. Les données indiquent une baisse moyenne des performances de 20% en mathématiques et de 15% en lecture chez les élèves qui ont eu des interruptions prolongées d'apprentissage en raison de la pandémie. Temps moyen passé sur les écrans, augmentation de ce temps. Étude de l'American Academy of Pediatrics 2021. Pendant la pandémie, les enfants ont passé en moyenne 4 à 6 heures par jour devant des écrans, contre environ 2 à 3 heures avant la pandémie. Cette augmentation du temps d'écran est associée à des problèmes de sommeil, à des comportements moins actifs, moins de sommeil, comportements moins actifs. Il y a de la joie. Enquête de l'Association américaine de psychologie 2022, 60% des parents ont rapporté une augmentation du temps d'écran chez leurs enfants avec des impacts négatifs notés sur la santé physique et mentale. Difficultés d'apprentissage et inégalité accrue, rapport de l'UNESCO 2022. Les élèves issus de milieux défavorisés ont été particulièrement touchés par les fermetures d'écoles avec une perte d'apprentissage plus importante comparée à leurs pairs favorisés. Les disparités d'accès aux ressources éducatives et à la technologie ont exacerbé ces inégalités. La pandémie a donc eu des répercussions profondes sur les enfants et les jeunes, affectant leur bien-être émotionnel, leurs compétences sociales, leurs résultats académiques et leur temps passé devant les écrans. Les études révèlent des impacts négatifs significatifs tels qu'une augmentation des symptômes de dépression et d'anxiété,
des difficultés accrues dans la compréhension des émotions de base, une baisse des performances scolaires et une augmentation du temps d'écran, voire de la santé générale. Ces effets sont plus marqués chez les populations les plus vulnérables, toujours, mettant en lumière les inégalités exacerbées encore par la crise. Les interventions pour remédier à ces effets doivent tenir compte de ces multiples dimensions pour soutenir pleinement la récupération et le développement de nos jeunes. Et oui, cette partie était très longue. Une citation. Aucun citoyen. Rappel sur l'époque de Socrate, les citoyens, uniquement les hommes libres. Donc c'était pas beaucoup de citoyens. Aucun citoyen n'a le droit d'être un amateur en matière d'entraînement physique. Quelle honte pour un homme de vieillir sans jamais voir la beauté et la force dont son corps est capable. Pas le droit non plus de se laisser aller, ni mentalement ni physiquement, voire même au niveau de l'âme, spirituellement, ça c'est moi qui le rajoute. Je reviens à l'Antiquité parce que la déconstruction vous fait oublier la base, et les bases naturelles et pures, bordel. Socrate, philosophie de la maïeutique et du savoir. Socrate, l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité, n'a laissé aucun écrit, mais son influence sur la pensée occidentale est incommensurable. Sa philosophie nous est principalement connue grâce au dialogue de Platon, son élève qui a immortalisé les enseignements et la méthode de son maître. Socrate est célèbre pour sa méthode dialectique, dite de la maïeutique, consistant à poser des questions pour amener les interlocuteurs à réfléchir par eux-mêmes et à découvrir, par eux-mêmes toujours, la vérité. Il croyait que l'ignorance, souvent inconsciente, était à la racine de nombreux maux, MAUX, et que le rôle du philosophe était d'aider les autres à prendre conscience de cette ignorance pour progresser vers la connaissance. L'une des grandes idées socratiques est la recherche perpétuelle de la sagesse et de l'amélioration de soi. Cette quête, qu'il pratiquait lui-même sans relâche, ne se limitait pas à l'intellect, mais englobait aussi le corps et l'âme dans une vision harmonieuse de l'être humain. Socrate prônait donc un idéal de l'homme complet qui cherche à s'améliorer sur tous les plans. Analyse de cette citation, aucun homme n'a le droit d'être un amateur en matière d'entraînement physique. Socrate a toujours valorisé l'entraînement physique comme partie intégrante du développement humain. Il affirme ainsi qu'aucun homme n'a le droit d'être un amateur en matière d'entraînement physique, car il était persuadé que la santé du corps était intrinsèquement liée à celle de l'esprit. En Grèce antique, le corps n'était pas simplement une enveloppe ou un outil, il était un reflet de l'âme, et le négliger revenait à ne pas prendre soin de son être dans sa totalité. Vous savez, quand on vous dit avoir le physique de ses idées, ça pique pour certains. Et en même temps, prenez-le en compte. Socrate considérait que le corps devait être entretenu et discipliné, non pas seulement pour des raisons de santé, mais parce que cela participe à l'harmonie de l'âme. L'exercice physique permet de développer des qualités comme la résilience, la discipline et l'endurance, qui étaient transférables à l'exercice des vertus. Ainsi, un homme qui n'entraîne pas son corps ne peut pas non plus espérer développer pleinement son esprit, puisque les deux sont liés. L'amélioration continue dans le domaine intellectuel, un idéal de perfection. Socrate insistait sur l'importance de l'entraînement physique et rejetait la stagnation. Il croyait fermement que chaque être humain devait consacrer sa vie à l'amélioration de son esprit et que la recherche de la connaissance et de la vérité était une quête sans fin. Il affirmait que « je sais que je ne sais rien », soulignant son humilité face à l'immensité de ce qu'il lui restait à apprendre. Ne pas chercher à progresser intellectuellement, tout comme ne pas entretenir son corps, serait pour Socrate un acte de négligence grave envers son propre potentiel. La recherche de la sagesse, la maîtrise de la dialectique et la poursuite de la vérité étaient des devoirs essentiels pour tout homme. L'ignorance pour Socrate était la source de tous les maux humains, et seule la connaissance pouvait permettre à l'individu de mener une vie vertueuse et épanouie. Le kalos kagatos, harmonie entre corps et esprit. L'idée de perfection et d'équilibre entre corps et esprit chez Socrate se trouve dans le concept grec de kalos kagatos, qui signifie, je le rappelle, beau et bon. Cette expression désignait un idéal de l'homme grec, un individu dont les qualités physiques, morales, intellectuelles étaient en harmonie. Pour les Grecs, un homme devait être à la fois vigoureux, intelligent et sa beauté physique
reflétait sa bonté morale. Le Kalos Kagatos était donc un modèle de vertu où l'éducation physique et intellectuelle étaient indissociables. C'est cette idée que Socrate soutenait. Un homme ne doit jamais se contenter d'une vie médiocre, ni sur le plan physique, ni sur le plan intellectuel. La médiocrité et le laisser-aller tant dans la négligence du corps que dans celle de l'esprit étaient vus comme des faiblesses graves. Pardon, c'est pour faire comme Coluche. Comme des faiblesses graves, car elles éloignaient l'homme de sa vraie nature et de son potentiel. L'homme de Vitruve, idéal de l'homme complet. Cette notion d'harmonie se retrouve aussi dans l'image emblématique de l'homme de Vitruve, que j'apprécie grandement, popularisée par Léonard de Vinci à la Renaissance italienne. Inspiré des écrits de Vitruve, un architecte romain du 1er siècle avant notre ère, ce dessin représente un homme parfaitement proportionné selon lui, dont les dimensions sont en adéquation avec les lois du cercle et du carré, avec les lois de la nature et de l'univers. Il incarne l'idée de l'homme complet, physiquement, intellectuellement, harmonieux, en accord avec les forces de la nature. L'homme de Vitruve symbolise l'équilibre parfait que Socrate recherchait également, un homme capable d'excellence physique comme intellectuelle, constamment en quête d'amélioration. Ce modèle de perfection met en lumière la nécessité pour l'être humain de se dépasser dans tous les aspects de sa vie, qu'il s'agisse de son développement physique, intellectuel ou moral, et on pourrait y ajouter le spirituel à nouveau. Rejet de la médiocrité et de la stagnation. L'idéal socratique et les figures du Kalos Kagatos comme celle de l'homme de Vitruve nous rappellent que l'homme ne doit jamais accepter la médiocrité, jamais se résigner à stagner. Laisser aller physique ou intellectuel, tout cela doit être vu comme une trahison de ses capacités et de son potentiel. La philosophie socratique, comme l'humanisme classique, partage cette idée. L'homme est un être en devenir, et il est de son devoir de se perfectionner tout au long de sa vie, voire même pour tacler encore ceux qui pensent que nous sommes des coquilles vides, tout au long de sa lignée. Ce rejet de la médiocrité est une critique envers la société qui encourage la passivité et la facilité. Dans une époque marquée par l'accès facile à l'information mais aussi par la distraction permanente, cette pensée est plus que jamais pertinente. La poursuite de la connaissance, le dépassement de soi et la recherche de l'excellence dans tous les aspects de la vie sont des moyens de se rapprocher de cet idéal de perfection humaine qu'incarnait Socrate et que nombre de penseurs après lui ont poursuivi. En conclusion, Socrate, par sa célèbre citation sur l'importance de l'entraînement physique, nous enseigne une leçon qui va au-delà de la simple discipline corporelle. Il nous rappelle que l'homme, pour être complet et en harmonie avec lui-même, doit entretenir son corps tout autant que son esprit, que ce soit à travers le principe grec du Kalos Kagatos, de l'image mentale que vous pouvez préserver de l'homme de Vitruve, ou les enseignements socratiques dans leur globalité. Nous voyons l'importance cruciale de ne jamais accepter la stagnation. L'homme doit toujours chercher à se perfectionner, cultiver son potentiel dans tous les domaines, éviter la médiocrité qui le prive de sa véritable grandeur. Quelques nouveaux mots, je me suis fait plaisir. Les épées légendaires, Durandal, Excalibur et Joyeuse. Ah, les épées. Ces morceaux de métal scintillant qui ont captivé les esprits et les cœurs des chevaliers, des héros et des amateurs de récits épiques à travers les âges. Penchons-nous sur 3 des épées les plus célèbres qui ont brillé dans l'histoire et la légende. Durandal, Excalibur et Joyeuse. Préparez vos armures, car il est temps de dégainer le savoir. Durandal, c'était l'épée de Roland, l'épée légendaire du preux Roland, héros de la chanson de geste du même nom. Forcé à la forge, forgé dans une forge à la fin du 8e siècle, probablement aux alentours de 778 pour les amateurs de dates précises, cette épée fut aussi robuste que l'histoire qu'elle porte. Roland, chevalier neveu de Charlemagne, brandit Durandal lors de la bataille de Roncevaux, mais ce n'est pas l'épée qui est devenue un problème, mais la fin de Roland qui deviendra problème majeur. Durandal était réputé pour sa capacité à couper à travers l'acier comme un couteau dans du beurre. Vous pourriez dire que c'était la version médiévale du fil à couper le beurre avec un soupçon de poésie épique en prime. Excalibur, le roi Arthur. Ce fut son épée
mythique, lui, le roi des Britons et maître de Camelot. Seul le vrai roi légitime. Peut-on faire des parallèles avec notre époque et les rois totalement illégitimes? Donc, le vrai roi légitime pouvait la retirer de la pierre ou la recevoir de la Dame du Lac, selon les versions. Les premières mentions d'Excalibur remontent aux alentours du VIe siècle, mais la légende prendra son envol au XIIe siècle avec les récits de Chrétien de Troyes. Excalibur était l'outil ultime de la royauté, le badge, je suis le king, in the north. Sa lame scintillait comme un diamant, et selon la légende, elle offrait au roi Arthur une invincibilité presque inégalée, puis bon, comme le roi Lot, elle lançait des éclairs. Joyeuse, l'épée de Charlemagne. Ne vous laissez pas tromper par son nom fluet qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Joyeuse est la lame qui fut brandie par Charlemagne lui-même. Forgée également au 8e siècle, elle était la fierté de Charlemagne, le grand empereur des Francs. La Joyeuse était souvent décrite comme étant ornée de pierres précieuses et de décorations, une sorte de bling-bling médiéval qui rivalisait avec les plus beaux bijoux de la cour. Cette épée était si remarquable qu'elle était capable de changer de couleur selon l'humeur de son propriétaire, comme un mood ring en forme d'épée très pratique pour savoir si Charlemagne était en mode conquête ou en mode diplomatie. Que pouvons-nous tirer de cette épopée des épées ? Durandal, Excalibur et Joyeuse ont chacune marqué leur époque et leurs possesseurs avec des légendes immortelles. Roland, Arthur et Charlemagne ne sont pas seulement des noms dans des livres d'histoire, ils sont les héros qui ont façonné des siècles de récits héroïques prouvant qu'une bonne épée peut transformer n'importe quel bonhomme en légende et peut abréger bien des discussions ennuyantes. Et si jamais vous vous sentez un peu moins héroïque en regardant votre propre collection d'épées ou de couteaux de cuisine, pas d'inquiétude, peut-être qu'un jour, votre propre épée, que vous nommerez votre cerveau, aura son propre conte épique. En attendant, gardons à l'esprit que l'histoire de ces lames est une belle manière de rappeler que parfois, même dans les épées, il y a du panache. Alors mes chers chevaliers modernes, embarquez avec moi dans cette longue croisade à venir, visant à reforger l'esprit commun d'une communauté éducative soudée dans le métal le plus pur. Gardez l'esprit acéré et un mental d'acier. Et si jamais vous devez choisir une épée, prenez votre cerveau, rappelez-vous de ces 3 légendes et laissez-vous inspirer par leur éclat intemporel. Et restez aiguisés. Bon, et bien pour un podcast qui avait démarré voix cassée parti pour 1 heure, nous voilà quasiment à 2 heures sur la conclusion. Rapide donc, parents, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines, de laisser vos enfants être naturellement curieux, d'apprendre, d'enrichir leur monde, de veiller à leur bien-être et de communiquer avec leurs profs. Notre rôle à nous, profs, il est bon de le rappeler, c'est d'aider à la formation des valeurs saines et naturelles, sans les faire entrer trop tôt dans un clivage quelconque. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de leurs parents et de l'ensemble de la communauté éducative. Et enfin, notre plus bel objectif sera de leur permettre de savoir devenir. Retrouvons donc cette communauté éducative soudée. C'est l'objectif, finalement, numéro 1 de ce podcast. Je redis en espérant l'avoir transmis au travers de cet épisode encore, je suis prêt à discuter d'absolument tout, à réviser mes opinions si j'en ressens le besoin et si j'ai été convaincu par d'autres, mais mes valeurs et vertus resteront les mêmes. Vous pouvez me suivre sur Instagram, @profdedroite, même si je ne poste pas grand-chose, c'est bien malheureux. Vous pouvez écouter ce podcast encore une fois sur YouTube, Spotify et Deezer. Force, intelligence, culture, spiritualité, nature, honneur. Rien ne sert d'être gauche, sans cesse il nous faut faire preuve de droiture. Souvenez-vous le vocabulaire millénaire du Kalos Kagatos, de l'harmonie, de l'équilibre, du respect des ancêtres, même dans les erreurs qui devraient nous permettre de grandir, ou bien le gauche vocabulaire de la gauche molle physiquement comme mentalement, qui n'a que 20 à 60 années d'existence au maximum. Choisis ton camp, camarade. Si tu respectes tes ancêtres, tu ne devrais pas avoir la prétention de tout savoir mieux qu'eux. Pour démarrer, et cherche à progresser toujours.